Il y a des chances pour que certains d'entre vous aient grandi à la ferme, dans un endroit reculé, pour ne pas dire complètement paumé, ou des endroits où souvent il n'y a pas beaucoup de monde, où il est facile de disparaître. Et c'est ce qui est arrivé à une certaine Caroline Glachant, qui a d'ailleurs été retrouvée assassinée en 1996. Elle se rendait chez son petit ami au fin fond de l'Écosse et elle a disparu avant d'être retrouvée morte quelques jours plus tard. Alors c'est une histoire que j'aurais pu vous raconter, mais qui est très bien racontée par Donald McIntyre dans sa série sobrement intitulée Donald McIntyre Unsolved. Et c'est une mini-série que vous pouvez retrouver sur notre plateforme de documentaire Poisson Fécond Plus. Vous pouvez y retrouver d'ailleurs des contenus dédiés à la culture générale et à la découverte du monde. D'ailleurs en ce moment il y a 50% de réduction sur l'abonnement annuel qui vous revient donc qu'à 29,99 €. Donc le moment parfait pour sauter le pas. Et pour ce qui est de nos histoires, ce sera un poil différent. Des histoires d'ailleurs qu'on est allé chercher sur des témoignages Reddit et auxquels on a rajouté des voix off pour un peu plus d'immersion. Donc au programme dans cette vidéo, il y aura l'histoire d'un couple qui achète une vieille ferme qui appartenait à une pratiquante du vaudou. Mais aussi une soirée d'Halloween traumatisante pour un jeune garçon seul avec sa petite sœur à la ferme. Et enfin, une erreur de jeunesse qui va coûter très cher à un gamin. Alors cette histoire nous est racontée par Slide Bread is Better, qu'on a décidé de renommer Sarah, pour un récit un peu plus fluide quoi. Et là, du coup, Sarah nous plante d'abord le décor. Elle et son mari vivaient dans une grande ville, mais dans un tout petit appartement. On préparait doucement notre mariage et vu qu'on avait prévu de fonder une famille après le mariage, c'était impensable de continuer de vivre dans ce trop petit appartement. Et donc ils se sont mis en tête d'acheter une ferme pour être le plus au calme possible. Après avoir vu pas mal d'annonces, on a trouvé une propriété qui nous a vraiment tapé dans l'œil et du coup, on a décidé de la visiter. Alors le jour de la visite, le propriétaire n'est pas là et c'est l'agent immobilier qui se charge de tout. Sarah ne sait pas trop pourquoi, mais avant de rentrer dans la maison, l'agent précise que la propriétaire est haïtienne. Bref, s'en fiche, en pénétrant dans la demeure, elle va vite comprendre. Il y avait des tonnes de bougies partout, des couteaux, des tableaux de saints au mur, bref, une certaine aura vaudou qui se dégageait de là, mais pas du tout de façon négative. Bref, le couple visite la demeure, ils sont séduits et ils font une offre. Et en novembre 2016, les voilà propriétaires. Mais une des amies qui a aidé pour le déménagement dit à Sarah qu'elle a vu une ombre. Alors j'y crois pas trop, mais dans le doute, je décide de faire brûler de la sauge de partout. Comme vous le savez, c'est censé purifier, machin truc. Bref, quelques temps plus tard, une autre de ses amies a, je cite, ressenti des vibrations super flippantes, alors qu'elle avait dormi chez Sarah. Je précise que je suis pas super à l'aise dans tous les endroits de la maison, comme par exemple la cave, qui ressemble plus à un cachot de donjon qu'à autre chose. Mais de vous à moi, les fantômes ne me sont pas étrangers. J'ai grandi dans une maison dite hantée, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, son mari, par contre, ne croit absolument pas à toutes ces conneries, comme il aime le dire. Mais malgré ça, il n'est pas spécialement à l'aise quand il doit se rendre dans la grange, derrière la maison. Je me souviens plus trop quand les trucs étranges ont commencé, mais en tout cas, on a eu de nombreuses expériences. Par exemple, une fois, alors que je devais aller à la cave, j'ai aperçu un énorme chien noir en contrebas, un peu comme le Sinistros dans Harry Potter. Alors, elle précise cela dit qu'elle a des chiens, mais qu'ils n'ont rien à voir avec ce qu'elle a vu ce jour-là. Sauf qu'une fois descendue à la cave, rien du tout. Aucune trace de chien, aucune trace de vie, et je me suis sentie vraiment mal à l'aise. Bon, j'ai préféré pas le dire à mon mari qui n'y croit pas. Mais elle précise que plusieurs grosses disputes ont éclaté avec certains amis qui sont venus chez elle. Il y a eu un gros drame familial avec ma belle famille, alors que dans notre ancien appartement, rien n'avait jamais dégénéré. En tout cas, bref, le temps passe et quelques mois plus tard, après leur emménagement, son mari a dû partir en déplacement. Et Sarah se retrouve alors toute seule pour la première fois dans cette maison. Sans surprise, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, j'y étais prise d'un sentiment de mal-être. Et évidemment, ce sentiment n'était pas arrangé par le comportement de mes chiens qui étaient nerveux, qui n'arrivaient pas à s'endormir. C'était la scène parfaite pour un film d'horreur. Et puis un jour, Sarah a fini par tomber enceinte. Alors elle le voulait bien sûr, mais à partir de là, elle a du mal à dormir la nuit. Et donc il n'est pas rare qu'elle doive aller au rez-de-chaussée, donc de sa maison, pour aller dormir avec ses chiens, où elle se sent un peu mieux. Sauf que mes chiens, qui ont des sens plus aiguisés que les miens évidemment, n'ont pas arrêté de se relever du lit pour aller fixer un coin de la pièce dans la pénombre. Ça se passe toutes les nuits. Et c'est d'ailleurs dans cette pièce-là, qui doit être sans doute le salon, que sa première amie avait ressenti des ondes négatives. Mes chiens ensuite ils ont commencé à grogner face au mur. Mais j'ai rien vu, il y avait rien. Personne dans ce coin. Et bon évidemment le tout s'est terminé par une nuit blanche. En tout cas, la suite de sa grossesse ne va pas très bien se passer, la forçant à rester d'ailleurs à la maison plus tôt que prévu. Le fait d'être dans cette ferme H24 la met de plus en plus mal à l'aise. J'ai développé un sentiment d'être observée tout le temps. J'ai même commencé à avoir l'impression d'être suivie quand je descendais à la cave. C'était hyper désagréable. Bon, quelques mois après, son bébé va finalement naître et elle va ressentir ces mêmes choses quand elle le nourrit dans la chambre. Et quand je dis ces choses, c'est cette impression que quelque chose a l'air de l'observer et l'attend dans un coin. Du coup, j'évitais de regarder dans cette direction parce que j'avais peur de ce que je pourrais voir si je le faisais.
Parce qu'en même temps, elle a l'impression que si elle le fait, elle verrait comme des yeux brillants ou quelque chose de pire. Et puis à un moment, alors que son bébé grandit, elle finit par voir des ombres. Ce qui était assez terrifiant pour moi, parce que c'est pas rationnel, ça défie toute science. À cette époque, j'avais vraiment l'impression que je devenais folle, que j'avais une imagination trop débordante. Elle a un peu cet étrange sentiment d'être dans Paranormal Activity, vous savez, le film où on suit des gens en fait dans une maison où il se passe des phénomènes inexpliqués. Et d'ailleurs, elle décide, après pas mal de temps, de faire appel à un médium. Et du coup, en prenant contact avec le médium, il lui demande d'envoyer une photo de la ferme. Ce que j'ai fait. Et le médium m'a indiqué que le terrain était mauvais, que ma maison est mauvaise et que le chien que j'ai cru voir, c'était sans doute un démon. À ce moment-là, le médium, du coup, lui recommande de mettre du sel dans certains endroits de la maison. C'est censé la purifier, la maison. Sauf que, évidemment, ça n'a rien changé. Du coup, à bout de nerfs, j'ai fait appel à un chaman. Et après avoir fait son cérémoniel, il m'a indiqué qu'il avait trouvé beaucoup de personnes de l'ombre, à l'étage, au rez-de-chaussée et au sous-sol. On ne sait pas ce qu'il appelle par personne de l'ombre, mais voilà, c'est peut-être des entités. Bref, en tout cas, à des moments où Sarah avait l'impression d'être observée. Et apparemment, selon le chaman, les ombres se nourrissent de pensées négatives. Mais ces pensées négatives seraient générées, non pas par elle, mais plutôt par son mari. Sauf que comme Sarah, elle est hypersensible, ce serait sur elle que ça se répercute. Et le chaman conseille d'ailleurs carrément à Sarah de cramer la grange. Bon, au-delà des conseils, il a quand même établi une barrière de protection et a posé une grille de cristal pour essayer de purifier la maison. Et quelques jours plus tard, mon mari qui était en déplacement est rentré. Il dit à Sarah qu'il sent la maison plus légère que d'habitude, ce qui est bizarre venant de quelqu'un qui est très matériel en plus. D'ailleurs, elle lui dit et elle lui explique, et lui il n'arrive pas à croire que ce soit le truc du chaman qui aurait fonctionné. Bon, parfois je sens encore des choses bouger dans la maison, mais c'est pas du tout comme ce que j'ai vécu pendant des mois. En tout cas, désormais, il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus de chiens fantômes. Et elle peut maintenant d'ailleurs aller au sous-sol la nuit, sans se sentir observée, quoi. Et quand même, mon mari est plus aussi sceptique qu'avant et accorde un petit peu plus de crédit aux choses un peu irrationnelles. En tout cas, toutes les choses qui sont passées dans cette ferme pendant 2 ans, ça m'a beaucoup secoué, mais c'est la maison où ma fille est née et je voulais pas partir. À présent, tout est calme ou presque dans la maison. Mais petite parenthèse, puisque je vais vous montrer l'avancée de nos locaux horrifiques Conte, et là il faut que vous voyez la mystérieuse chambre du psychopathe. Faut imaginer qu'avant cette pièce elle était flambant neuve, et là on a dû la dégueulasser avec de l'enduit, du plâtre, des salissures. Là du coup Laura, elle leur a dit, les filles lâchez-vous, faites-moi un truc dégueulasse. Et c'est ce qu'elles ont fait, regardez comme c'est dégueu. Enfin dégueu mais c'est le but. Là on retrouve des dessins d'œil, visiblement c'était quelque chose qui semblait obséder l'une des décoratrices quoi. En tout cas maintenant ça ressemble un peu plus à un squat, il reste encore les meubles et puis le bordel à installer. Voilà, la semaine prochaine pour voir l'avancée sur d'autres trucs. Si ce témoignage a des chances de vous laisser dubitatif de par le côté un peu surnaturel, croyez-moi que pour le prochain, on bascule dans une réalité glaçante. Cette deuxième histoire nous est racontée par un mec qu'on a décidé d'appeler Bart. Alors il nous remet un petit peu de contexte, le petit bougre, c'est arrivé lors d'une soirée d'Halloween, il y a quelques années alors qu'il avait 14 ans. Ses parents ne sont pas là et Bart se retrouve du coup seul à la maison avec sa petite sœur qui est âgée elle de 12 ans. J'habite dans le trou du cul du monde, dans une ferme qui est entourée que d'autres fermes. À plusieurs dizaines voire centaines de mètres les unes des autres. Donc voilà, le vis-à-vis reste plutôt light. Bref, faut savoir qu'à mon âge, je trouve tout ce qui tourne autour d'Halloween assez cringe. Et je suis très bien à la maison. Donc concrètement, ça veut dire qu'on est aux États-Unis et que là-bas, ça se célèbre. Sauf que lui, il n'avait pas envie de se balader pour demander des bonbons, quoi. D'ailleurs, ses parents n'ont laissé aucun bonbon, justement, à filer à d'autres gosses qui viendraient toquer à sa ferme et qui a juste des fruits ou des chips. Donc un peu light pour Halloween, quoi. La soirée se passe, il y a pas mal de gosses qui viennent pour des bonbons et qui repartent déçus. Et vers 23h, je pense enfin être tranquille, mais quelques minutes plus tard, ça sonne. Bref, Bart veut ouvrir la porte et à ce moment-là, il est clairement saoulé. Et alors qu'il s'attend à voir encore des gamins, il tombe nez à nez avec 4 gars, assez grands, masqués, avec une thé d'oreiller en guise de sac de bonbons. Je comprends pas ce qu'ils foutent là, mais je leur propose quand même des fruits. Mais aucun des 4 ne parle. Ils disent rien. Du coup, je décide de refermer la porte. Sauf qu'au moment où il tente de refermer, l'un des 4 met son pied dans l'embrasure de la porte pour la bloquer. À ce moment-là, Bart rouvre de nouveau la porte pour voir ce que les mecs lui veulent. Et avant de pouvoir comprendre ce qui se passe, je me fais pousser violemment et je m'écrase par terre dans le couloir. Alors son premier réflexe, c'est alors d'hurler à sa petite sœur d'aller se cacher quelque part. Et alors qu'il est au sol, il voit alors qu'un des mecs a sorti une batte de baseball d'on ne sait où avant de lui dire « On n'est pas venu pour des bonbons, petit con !» Et là, je prends un gros coup de pied dans le ventre. Je crie de toutes mes forces, sauf que ma ferme est beaucoup trop paumée pour que quelqu'un l'entende. Et même si on l'entendait de toute façon, des gens ne vont pas s'inquiéter d'entendre des cris le soir d'Halloween. Bref, Bart ne sait pas ce que ces 4 types veulent, qu'est-ce qu'ils font là, mais il leur dit quand même qu'ils peuvent prendre de l'argent ou les bijoux, ils s'en fichent, et qu'ils n'ont pas besoin de le taper pour ça. Je reçois aucune réponse, juste des rires et un « Oh regardez le petit bébé, il est où ton papa ?» Puis je me prends un gros coup de batte de baseball dans le bide.
Bart se demande alors quel âge ils peuvent avoir, et sans doute ce sont des jeunes adultes. Et alors qu'ils finissent par le lâcher, ils commencent à discuter entre eux, et ils se demandent quelle pièce ils vont retourner en premier, ce qu'ils vont pouvoir emmener, etc. Un de mes mecs me chope, il m'emmène dehors pendant que les 3 autres montent à l'étage. En sortant, je vois que ma petite sœur s'est cachée sur le toit en sortant par la fenêtre de la chambre. Là, le mec qui le traîne l'emmène alors vers la porcherie, juste à côté de la maison. Là, il le jette alors dans la boue et il le force à grogner comme un cochon. Je suis paniqué, je me sens humilié au possible. Le type ne fait que rire aux éclats à côté de moi avant de me retraîner de force dans la maison. Et une fois alors dedans, il force alors Bart à boire l'eau des chiottes. Je suis au fond du trou, mais je pense qu'à une seule chose, ma petite sœur. Et je trouve ça bizarre qu'il l'ait jamais mentionné. Puis, les 4 types emmènent Bart dans la chambre et ils continuent de le tabasser. Et vraiment, je me demande, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis à 2 doigts du malaise, et que ce soit la douleur physique ou la détresse mentale, c'est la pire chose qui me soit jamais arrivée. Mais je dois tenir pour ma sœur. Bref, un gros quart d'heure plus tard, après le début de cet enfer, qui lui a paru bien plus long, il y a l'un des mecs qui lui demande où est la petite sœur justement, et qu'ils veulent s'amuser avec elle. C'est à ce moment-là que je décide de m'enfermer dans un mutisme complet. Ils peuvent me taper autant qu'ils veulent, je leur dirai rien. L'un des 4 gars lui crache dessus à chaque fois qu'il ne répond pas, mais il tient bon. Bart ne dit rien. Après avoir compris que je lâcherais aucune info, les 4 types continuent de me balancer plusieurs coups avant de se rendre dans ma cuisine pour tout foutre en bordel. Et c'est la dernière chose dont je me souviens. À un moment, il reprend ses esprits et il ne sait combien de temps s'est passé. Et alors qu'il se réveille, là, il se rend compte qu'il est dans une chambre d'hôpital. Je remarque que je suis attaché à je sais pas combien de capteurs et de machines. Je vois ma mère sur une chaise à côté de moi qui explose en sanglots quand elle remarque que je me suis réveillé. Et là, après l'avoir laissé reprendre ses esprits, on raconte alors à Bart ce qui s'est passé. Et il se met alors à comprendre. Un des 4 gars de la bande était en réalité le grand frère de la meuf que j'avais quittée une semaine auparavant. Il avait visiblement décidé de la venger. Sauf que entre juste faire peur à quelqu'un et rentrer chez lui pour pratiquement le battre à mort, il y avait quand même un certain delta. Les 4 types ont bien évidemment été retrouvés et arrêtés, mais seul le grand frère, celui qui m'a porté le plus de coups, a écopé de prison. Et il a pris très précisément 5 ans pour coups et blessures et intrusion dans le domicile de quelqu'un. Les autres en revanche ont juste fait du sursis, justice américaine. Je vous raconte mon histoire 1 an après les faits et sans aucune surprise, je suis toujours traumatisé. Et je vais terminer avec un conseil, regardez toujours par le Judas avant d'ouvrir la porte de chez vous. En tout cas, si vous pensiez qu'une histoire de coups et de blessures était traumatisante, dites-vous que c'est allé encore plus loin pour un autre jeune gamin. Et c'est notre dernière histoire. Alors notre histoire nous est racontée par un jeune homme qu'on va appeler Seto. Et il nous précise qu'il a alors 15 ans au moment où il raconte son histoire. Mais cette histoire-là s'est déroulée alors qu'il n'avait que 7 ans. Et il nous dit d'ailleurs que son récit est un petit peu décousu parce qu'il se souvient pas de tout. Parce qu'en fait, il souffre depuis d'un syndrome post-traumatique. Vous allez comprendre après. En tout cas, Seto nous remet un petit peu de contexte et nous parle de son père. Parce qu'il était du genre, quand il a un truc en tête, il faut le faire. Vous connaissez des gens comme ça, ils ont une idée tout à coup et il faut l'exécuter vraiment coûte que coûte et on oublie tout le reste. Et un jour, il s'est mis en tête de changer de vie, de quitter la ville pour acheter une ferme et de vivre de ça. Et avec quelques économies de la famille, c'était parti quoi, voilà, hop, c'était vraiment fait aussi vite qu'imaginé quoi, presque. Ma mère n'a malheureusement pas trop eu son mot à dire et je pouvais sentir chez elle une sacrée frustration. Bref, seulement quelques semaines après avoir pris cette décision, leur ancienne maison est vendue et les voilà donc paumés au milieu de nulle part. Et là, les premiers temps sont un enfer. La ferme est un vrai taudis, il y a de la poussière partout, c'est dégueulasse, c'est vieux et il y a énormément de choses à retaper. Mais bon, ils font le taf et le temps passe. Et donc quelques mois plus tard, et après pas mal de travaux, ça commence à ressembler à quelque chose. Mais à ce moment-là, il n'y a plus de thunes en réserve. Et le père de Seto le cache à sa mère. Mauvais gestionnaire. Jusqu'au jour où ces bijoux disparaissent. Et bien sûr, mon père les a vendus pour pouvoir s'acheter un tracteur et continuer les autres réparations à droite à gauche. Sa mère commence alors à tomber dans un état de dépression avancée et son père, on n'a rien à foutre. En fait, lui à ce moment-là, il se préoccupe plus du tout de sa famille. Il est dans son délire de rénover la ferme. Mais ma mère fait tout pour tenir le coup, pour moi. Mon père semble quand même travailler jour et nuit, mais rien n'avance et il a toujours des excuses. Le sol est pas assez riche en nutriments, il n'y a pas assez de soleil, les chèvres du voisin viennent manger les graines, le tracteur a besoin de réparation. Bref, il y a toujours quelque chose qui fait que, en vrai, ça n'avance pas. Et ça va dégénérer jusqu'au jour où la mère de Seto va imposer un ultimatum à son père. Soit il se bouge vraiment le cul pour qu'on puisse vivre dignement, soit on retourne en ville. Vu que mon père est un procrastinateur de premier ordre, elle savait que ça allait faire mouche et qu'on serait bientôt de retour à la civilisation, quoi. Sauf que non, son père va vraiment se mettre à bosser, ça a dû vraiment le booster ça, et les choses vont concrètement avancer à partir de là. Bref, les premiers jours après l'ultimatum passent et ça avance mine de rien assez vite. Mais un après-midi, alors qu'il est en train de labourer un champ, le tracteur s'arrête d'un coup et de la fumée s'en échappe. Là, la mère de Seto, à ce moment-là, elle est dans la ferme et donc du coup elle voit ça de loin et alors elle dit à Seto d'aller voir ce qui se passe.
J'arrive sur place, mon père me dit que c'est gentil, mais que je pourrais pas vraiment être d'une grande aide. Il lui demande alors s'il a pas plutôt envie d'aller dans le tracteur le temps qu'il essaye de le réparer. Alors Seto, lui, du haut de ses 7 piges, il est tout content, il se dit « Ouais, je vais être sur le tracteur de papa, ça va être trop bien quoi ». Papa m'installe alors à bord, et pendant plus d'1/4 d'heure, je vis ma meilleure vie. Bien évidemment, il me dit de ne pas toucher le moindre bouton ou le moindre levier. Bref, Seto, il est tout sage et il lui en fait la promesse, il ne touche rien, jusqu'au moment où ça devient trop dur de résister. Et à un moment, juste comme ça, pour le kiff, il tire une espèce de levier qui est à portée de main. Le tracteur fait alors une mini-marche arrière, puis semble caler d'un coup, me faisant faire un mini-saut sur le siège. Il entend alors un bruit sourd, puis son père pousser une sorte de grognement. Seto trouve ça alors bizarre, il décide alors de descendre du tracteur et il s'attend alors bien évidemment à se faire engueuler vu qu'il a touché un truc. Mais s'il y a une chose à laquelle je ne m'attends pas, c'est voir le corps de mon père écrasé par une roue du tracteur et ses jambes en dessous du véhicule. Mais il voit néanmoins que son père est toujours conscient et qu'il arrive encore à parler. Là, à demi-mot, il lui dit alors d'aller chercher sa mère en vitesse. Et il fracasse la moitié de la porte en entrant du coup dans la grange. Mais je suis complètement perdu, je suis paniqué, je fais que chialer et j'arrive même pas à parler. Du coup, je pointe juste le champ et le tracteur à ma mère. Là, sa maman comprend alors qu'il y a un truc vraiment grave qui s'est passé et elle se précipite le plus vite possible. Et là, arrivée sur place, elle s'effondre littéralement par terre face au corps du papa et elle se met à pleurer. Mon père commence à lui dire que tout ira bien, que ça va bien se finir. Maman lui répond qu'elle ne pourra pas vivre sans lui, qu'elle a besoin de lui pour survivre. Seto, à côté, assiste à la scène dans une sorte de détresse la plus totale. Ma mère commence alors à perdre ses repères pour de bon, à perdre la raison si on peut dire, et elle se précipite dans le tracteur pour le faire avancer et dégager papa de la roue qui l'écrase. Sauf que sans trop de surprise, ça a surtout aggravé les choses. À ce moment-là, Seto voit maintenant son père quasiment coupé en deux. Il a les jambes écrasées et les os qui sortent un petit peu partout de sa chair. Maman me dit de regarder ailleurs, de détourner les yeux, mais elle me dit de dire à mon père que je l'aime. Sauf que je suis pétrifié. Je n'arrive pas du tout à parler, aucun son ne sort de ma bouche, et en même temps, je n'arrive pas à détourner le regard. Et bien sûr, quelques minutes plus tard, son père finit par arrêter de bouger et parler, pour de bon. Maman m'a alors emmené à l'intérieur de la ferme et elle appelle enfin les secours, qui arrivent un peu plus tard et qui nous disent que de toute façon, une fois qu'il était passé sous le tracteur, personne n'aurait rien pu faire pour le sauver. En tout cas, depuis lors et en boucle, sa mère lui répète que ce n'est pas sa faute et que c'était juste un accident. Les 8 ans qui ont séparé l'accident et le moment où je vous raconte cette histoire ont été jalonnés de thérapies en tout genre pour m'aider du mieux possible. Mais au plus profond de moi, je le sais et j'en suis très conscient, j'ai tué mon père ce jour-là. Voilà pour cette dernière histoire, assez traumatisante aussi également. N'hésitez pas à nous dire votre feeling par rapport à ces dernières histoires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un petit peu différent de ce qu'on raconte aussi sur les autres histoires sur la chaîne Conte? Est-ce que vous vous attendez à ça? Est-ce que c'est ce que vous avez envie d'entendre aussi? Parce que c'est vrai que là du coup ça va être un peu plus du gore on va dire. Donc voilà, j'attends votre retour par rapport à ça, je serais curieux d'avoir votre feeling. Pensez aussi à suivre les avancées de nos locaux horrifiques Conte Fécond. J'essaye de vous en parler dans chacune des vidéos. Et puis voilà, sur ce, nous on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Bonne nuit.